Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour, bienvenue dans Capito, le podcast qui aide à comprendre. Un podcast UC Louvain réalisé en partenariat avec le magazine Le Vif. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre les vaccins. Je suis Sabrina et à la coprésentation de ce numéro, il y a Alain. Bonjour Alain. Bonjour Sabrina. Alors je le disais il y a quelques secondes, nous allons parler des vaccins. En pleine crise du coronavirus, le mot est sur toutes les lèvres. Certains l'attendent comme le messie, comme la solution pour pouvoir retrouver ce qu'on appelle désormais la vie d'avant, sans distanciation sociale, sans masque, sans gestes barrières, sans la peur de l'autre qui est potentiellement infecté. Au milieu du flot d'informations que nous recevons chaque jour par la presse ou les médias sociaux, Capito a souhaité prendre le temps de comprendre tout ce qui entoure la découverte puis la sortie d'un vaccin. Avec Sophie Lucas, immunologue UC Louvain et présidente de l'Institut de Duves, nous allons balayer dans la prochaine demi-heure des questions qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne un vaccin, comment il est recherché, conçu, pensé et testé, et pourquoi il faut attendre plusieurs mois pour le voir débarquer dans nos pharmacies. Bonjour Sophie Lucas. Bonjour. Commençons d'abord par un peu d'histoire. Donc, en fait, on doit le principe vaccinal à des vaches. C'est quoi cette histoire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors en fait, on doit les premiers vaccins à cette maladie qu'on appelait la variole, qui était une maladie infectieuse très très contagieuse due à un virus et qui en fait tuait un enfant sur 5 infectés. Et c'était pire encore, la gravité de cette maladie chez l'adulte. Si elle ne tuait pas, elle laissait des cicatrices affreuses et elle se caractérisait par la présence de pustules sur la peau. Mais si on survivait à la variole, on ne la faisait qu'une seule fois. On ne refaisait pas une variole une deuxième fois dans sa vie. Alors, les premiers vaccins, quelque part, étaient un procédé qu'on appelait la variolisation. Il s'agissait en fait d'inoculer un tout petit peu de liquide qui était contenu dans les pustules prélevées sur les malades qui souffraient de variole à des individus, eux sains, qu'on essayait de protéger. Alors ça marchait un peu, ça permettait de diminuer un petit peu le taux de mortalité, mais parfois ça tuait aussi, on le comprend facilement, en induisant la maladie elle-même. Et cette pratique de variolisation, elle existait depuis des siècles en Chine et en Turquie. Alors, la vaccination elle-même, c'est Édouard Jenner, un médecin de campagne anglais, qui l'a inventé quelque part en imaginant pratiquer autrement que par le procédé un peu brutal de la variolisation. Il voulait chercher une méthode moins risquée a priori, et il s'est basé sur une observation empirique que de nombreuses personnes avaient déjà fait dans les campagnes en Angleterre, qui était la suivante, c'est que les travailleurs des fermes, les fermiers, les fermières, qui étaient exposés de très près à des vaches qui souffraient d'une maladie proche de la variole, qu'on appelait la vaccine, c'est en fait la forme bovine de la vaccine, eh bien, ces fermiers et fermières qui étaient proches de vaches souffrant de vaccine pouvaient faire la vaccine, cette maladie de vache, mais d'une manière très très peu sévère, mais ils développaient également des pustules qui ressemblaient à celles de la variole, mais elles n'étaient jamais mortelles. L'observation principale, c'est que ces fermiers et fermières qui avaient fait la vaccine semblaient complètement protégés de la variole humaine. Ils ne faisaient pas la variole, même en période d'épidémie. Alors Jenner s'est dit qu'il allait expérimenter cette observation, répéter cette observation de manière expérimentale sur des sujets humains. Et il a imaginé la possibilité, d'au lieu d'inoculer le contenu de pustules de variole, d'inoculer des sujets sains avec des contenus de pustules de vaccine, soit de vache, soit de la vaccine faite très peu sévère, faite chez l'homme. Première personne qu'il a inoculée avec des pustules contenant la vaccine, c'est un petit garçon de 8 ans. Donc, c'est assez impressionnant. Il a ensuite attendu quelques mois et a vérifié que ces sujets d'expérimentation, des humains à l'époque, un petit garçon même, étaient en fait vraiment protégés de la variole en les injectant avec une petite quantité de liquide de variole. Et il a constaté qu'effectivement, ils étaient protégés. C'est la naissance du concept de vaccination. Ça marchait. On était à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, plus tard, on a proposé d'utiliser ce mot de vaccination pour parler d'un procédé qui consiste à inoculer un agent infectieux, atténué, qui ne va pas provoquer une maladie, mais qui va protéger l'individu contre la maladie plus grave contre laquelle il est censé protéger.
Mais donc ça, c'était bien avant Pasteur et le vaccin de la rage, parce qu'on attribue souvent le premier vaccin à Pasteur, justement. Oui, c'est vrai, mais en fait, Pasteur n'a pas créé le premier vaccin. C'est environ 100 ans après Jenner, et après les expériences incroyables de Jenner, que Pasteur a compris quelque chose que Jenner, lui, ne savait pas à l'époque. Ses observations étaient empiriques. Ce que Pasteur a compris, c'est que les maladies infectieuses, contagieuses, sont dues en fait à des germes, à des microbes, c'est-à-dire à des virus, des bactéries, des parasites. Ça, c'était les découvertes principales de Pasteur. Il connaissait aussi les travaux de Jenner, bien entendu, et c'est d'ailleurs Pasteur qui a proposé d'utiliser le mot de vaccination. Mais Pasteur a grandement contribué au développement des vaccins, et sa contribution, c'est la suivante, c'est que grâce à une observation fortuite, probablement due à une gaffe d'un de ses collaborateurs qui travaillait dans son laboratoire et qui avait laissé traîner des cultures de bactéries qui causent le choléra chez la poule, Pasteur a compris qu'en fait, il était possible de modifier un microbe, de l'atténuer volontairement en laboratoire, de sorte à ce que quand on l'injecte à des individus, donc dans ce cas-ci, c'était des poules au départ, ce microbe atténué ne provoque pas la maladie, donc les poules n'ont pas fait le choléra des poules quand le collaborateur de Pasteur les a injectées avec ce microbe qui avait traîné. Mais par contre, cette injection immunisait les sujets, c'est-à-dire qu'elle protégeait le sujet vacciné et empêchait lorsqu'il entre en contact vraiment avec le microbe d'origine, virulent, bien sauvage, eh bien, il ne développe pas la maladie. Donc, le choléra de la poule chez ces poules qui avaient reçu cette vieille bactérie étaient protégées. Quand on leur injectait des bactéries bien fraîches, elles ne développaient pas le choléra des poules. Et ça, c'était fin du 19e siècle, donc à peu près 100 ans plus tard. Donc, ce que Pasteur a vraiment inventé, si vous voulez, c'est les vaccins à base de microbes atténués par modification volontaire en laboratoire. Et après le choléra de la poule, il a développé des vaccins contre d'autres maladies des animaux, mais aussi contre la rage pour l'homme. Et donc, tandis que Jenner, lui, il utilisait des germes naturels d'une espèce, comme par exemple la vaccine de la vache, qui était très peu virulent pour une autre espèce, donc l'homme. Il utilisait ces microbes d'une autre espèce pour protéger des individus humains contre la variole humaine. Pasteur, lui, au contraire, utilisait les microbes d'origine pour les atténuer et les utiliser chez les individus pour les vacciner. Nous sommes allés dans la rue demander à des personnes leur définition du vaccin et à quoi il sert. On écoute leurs réponses et on en reparle après. Alors, je pense que le vaccin induit des anticorps dans l'organisme qui permettent de prévenir ou de combattre le virus. Un vaccin, ça sert à créer une immunité contre une maladie. On reçoit une version affaiblie du virus dans notre corps. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller mettre dans notre organisme des bactéries, en tout cas qui font partie de la maladie qu'on essaye de combattre et qui vont venir en fait défendre les mauvaises bactéries, c'est ça ? Plus ou moins ça ? Des bonnes bactéries qui vont venir défendre les mauvaises bactéries de la maladie qu'on essaye de combattre. Concrètement, d'habitude, c'est une seringue que l'on t'injecte dans le bras, ou dans la fesse, ou ailleurs, ou dans le talon chez les tout petits enfants. En gros, on prend la maladie, on l'injecte dans le corps, mais on diminue la dose de la maladie pour que en fait, la défense immunitaire s'habitue à la maladie et se développe pour attaquer le jour où on aura la maladie, entre guillemets. Un truc comme ça, mais je ne suis pas certaine. Sophie Lucas, un vaccin, c'est des bactéries, comme on vient de l'entendre, des bactéries qu'on injecte, ou c'est un peu de maladie. Concrètement, c'est quoi un vaccin ? Oui, mais c'est exactement ce que ces jeunes viennent d'expliquer assez clairement. Donc la vaccination, c'est l'administration d'un agent antigénique, ça c'est le vaccin, dans le but de stimuler le système immunitaire du sujet qui est vacciné pour qu'il développe une immunité, une protection contre un agent infectieux, c'est-à-dire un microbe. Et ça, c'est un virus ou une bactérie. Alors, lorsque le sujet est immunisé, il est protégé contre la maladie que cet agent infectieux provoque chez des sujets qui ne sont pas vaccinés. Par exemple, comme on expliquait, la vaccine pour protéger contre la variole, le virus atténué de la rougeole pour empêcher de faire la rougeole, ou la toxine tétanique du bacille du tétanos, mais modifiée pour empêcher de faire le tétanos.
Donc en fait, pour comprendre comment les vaccins marchent, il faut vraiment d'abord savoir comment le système immunitaire fonctionne. Et ça, je pense que c'est important. Le système immunitaire, c'est un ensemble d'organes, de cellules, de molécules qui, dans notre organisme, servent à nous protéger contre les maladies infectieuses. Si je vous dis système cardiovasculaire, par exemple, vous comprenez tout de suite de quoi je veux parler. C'est le cœur et les vaisseaux qui permettent au sang, à l'oxygène de circuler. Eh bien, le système immunitaire, ce sont les éléments cellulaires et moléculaires, donc les ganglions, les globules blancs, les cytokines, qui nous protègent contre les infections par des microbes. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne ? Eh bien, le système immunitaire va développer principalement 2 lignes de défense contre les infections. Une première ligne, qui intervient tout de suite, qui est immédiate. On dit d'ailleurs qu'elle est innée. Et elle comprend les barrières physiques et chimiques de la peau, des muqueuses, des globules blancs bien spécifiques comme les neutrophiles et les macrophages, et puis des messagers, les cytokines, que ces cellules produisent en réponse immédiate à l'infection. Alors immédiate, ça veut dire premières heures, premiers jours. Cette première ligne, elle n'est pas très spécifique, elle fonctionne très rapidement et de manière plus ou moins comparable contre un grand nombre de microbes différents. Et elle suffit généralement à contenir l'infection, parfois même à l'éliminer, mais surtout, elle assure aussi un lien et une coordination avec la deuxième ligne de défense. Et la deuxième ligne, elle est un petit peu plus tardive. Elle devient efficace après quelques jours, une semaine ou plus. Et elle est due à l'intervention d'autres globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, dont certains produisent ces fameux anticorps. Les lymphocytes et les anticorps reconnaissent en fait des déterminants moléculaires qui sont présents sur un seul microbe donné. On parle d'antigène. Un antigène, c'est donc la partie du microbe qui est reconnue par les lymphocytes ou les anticorps. Et c'est pour ça que cette ligne de défense secondaire, qui arrive en deuxième lieu, prend un peu de temps à s'établir. Parce qu'en fait, on a énormément de lymphocytes et d'anticorps différents. On les compte en milliers de milliards, chacun reconnaissant un microbe bien particulier. Donc alors, au début d'une infection, les lymphocytes et les anticorps qui sont utiles contre le microbe qui est en train de nous infecter, ils sont un peu perdus dans la masse, et dans la masse de tous les autres, ils ne peuvent rien faire. Mais ils vont s'activer au contact du microbe qu'ils reconnaissent. Ils vont se dédoubler, ils vont se diviser, encore et encore, jusqu'à ce que de quelques soldats bien adaptés contre un microbe particulier, on passe à un peloton, et puis à un escadron, et puis à un bataillon complet. Et là, enfin, en grand nombre, les lymphocytes et les anticorps deviennent hyper efficaces, et ils peuvent éliminer complètement le microbe. Et puis certains de ces lymphocytes, ils vont persister longtemps après que le microbe ait été éliminé, et ils vont continuer à produire des anticorps. C'est la mémoire immunitaire. Si on a réussi à éliminer le microbe, si on n'en est pas mort, comme par exemple après avoir fait une variole ou la peste ou la rougeole, eh bien on garde des lymphocytes et des anticorps qui reconnaissent ce microbe, et en très grand nombre. Et la deuxième fois, si on est une nouvelle fois exposé, mais au même microbe, l'armée de lymphocytes, elle est prête. C'est plus quelques soldats perdus dans la masse, comme la première fois. Ce sont des escadrons entiers qui réagissent tout de suite et qui éliminent le microbe avant même qu'il ait pu faire le moindre dégât. Alors, cette deuxième ligne de défense, elle est plus lente parce qu'il faut le temps que les bons lymphocytes se multiplient, mais elle est très efficace, elle est très spécifique et elle est durable. Et donc la vaccination, ça consiste juste à manipuler volontairement cette deuxième ligne de défense immunitaire pour nous protéger contre les infections. On expose le système immunitaire aux antigènes d'un microbe, qui ne provoque pas la maladie. Cela permet de déclencher la formation du bataillon de lymphocytes et d'anticorps contre les microbes, sans causer la maladie. Et puis, on utilise, puisqu'on n'utilise pas le microbe lui-même, on ne cause pas la maladie, mais on utilise une forme modifiée, non virulente du microbe. Et est-ce qu'il y a plusieurs sortes de vaccins ? Ah oui, ça vous l'aurez déjà compris sans doute, parce que un vaccin ne protège que contre une maladie infectieuse, donc contre un microbe. Donc il y a autant de vaccins différents qu'il y a de maladies infectieuses contre lesquelles on vaccine. Il n'y a pas un vaccin universel. Et puis d'autre part, chaque vaccin est donc fait à base d'antigènes dérivés du microbe contre lequel il protège, d'accord ? Et en fonction du type d'antigène, on a plusieurs sortes de vaccins. Donc, par exemple, les microbes vivants qui infectent d'autres espèces et ne provoquent pas de maladie chez l'homme. C'est le cas de la vaccine, d'accord, qui protège contre la variole. Ou bien des microbes vivants qu'on a atténués volontairement, qui sont donc modifiés par des procédés de laboratoire pour qu'ils
provoquent plus la maladie, mais qui soient quand même capables d'induire une immunité. C'est le vaccin de Pasteur contre le choléra ou la rage. Et c'est le vaccin contre la rougeole, le vaccin atténué. Alors une variante de ces vaccins vivants, c'est les virus vivants recombinants, par exemple les adénovirus de chimpanzé. C'est une des manières dont on essaie de développer des vaccins contre le coronavirus. Et puis après, on peut aussi prendre des microbes entiers, mais tués, qu'on dit inactivés. Ils ne peuvent plus infecter personne, mais ils sont capables d'induire une immunité. C'est le cas des vaccins contre la grippe, par exemple. Ou alors on peut même prendre des petites sous-unités de ces microbes. On parle de vaccins sous-unitaires, des protéines ou des morceaux de protéines qui servent d'antigènes pour induire une immunité qui protège contre le microbe entier. C'est le cas, par exemple, des vaccins contre l'hépatite B ou des vaccins contre le tétanos ou la diphtérie, où là, on utilise des toxines modifiées pour protéger contre ces maladies. Alors, vous parliez tout à l'heure de mémoire immunitaire, mais alors pourquoi pour certains vaccins, il suffit d'une injection, peut-être de 2, comme celui du RRO, alors que pour d'autres, il y a des rappels nécessaires, par exemple 10 ans pour le tétanos? Oui, alors ça dépend vraiment du type de vaccin qu'on a réussi à développer contre la maladie contre laquelle on cherche à protéger, et donc sur toute son efficacité. Alors par exemple, vous parliez du vaccin RRO, qui est le vaccin qui est en fait un mélange de 3 vaccins, puisqu'il contient des virus atténués protégeant contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Et donc ce sont des vaccins à base de virus vivants atténués. Donc ils infectent le sujet vacciné à très bas bruit, sans provoquer de maladie. Mais donc ils persistent un certain temps dans l'organisme avant d'être éliminés et ils stimulent très bien le système immunitaire. Ils sont très efficaces. Ils déclenchent une immunité à très long terme, avec une très bonne mémoire, des lymphocytes et des anticorps qui persistent longtemps. Donc dans ce cas-là, 2 injections suffisent, comme vous le disiez, une à 1 an et un petit rappel vers 11-12 ans et on est protégé à vie. Mais pour les vaccins contre le tétanos, la coqueluche et la diphtérie, ce ne sont pas des virus vivants atténués. Ce sont des toxines ou des microbes inactivés, tués. Donc ils sont un peu moins efficaces. Ils ne persistent pas dans l'organisme. On doit faire plus d'injections la première fois, souvenez-vous, à 2 mois, à 3 mois, à 4 mois. Et puis des rappels plus souvent, tous les 10 ans même, par exemple. Mais à chaque rappel, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne repart pas de zéro. On profite des escadrons qui sont toujours présents pour reformer des bataillons. Et pour les vaccins saisonniers, comme celui de la grippe, par exemple? Alors ça, c'est un autre problème. Non seulement les vaccins contre la grippe, ce sont des virus inactivés. Ils induisent des anticorps qui ne persistent pas très longtemps, mais en plus, le virus lui-même qui cause la grippe a tendance à changer subtilement chaque année. On dit qu'il mute et que ces mutations affectent justement les antigènes qui sont dans le vaccin. Il faut donc adapter le vaccin chaque année pour que les antigènes qu'il contient nous protègent contre les souches virales de grippe qui sont en train de circuler cette année-là. C'est un énorme travail, un énorme d'adaptation chaque année qui est extraordinairement bien orchestré et coordonné par l'OMS, et ce depuis les années 50. Venons-en au secret de fabrication du vaccin. Comment un chercheur ou une chercheuse ou même un laboratoire décide de commencer à travailler sur la mise au point d'un nouveau vaccin? Alors ça, je crois que c'est parce qu'il ou elle travaille déjà sur d'autres vaccins, sans doute, ou parce qu'il ou elle travaille sur le microbe ou la famille de microbes qui causent cette maladie. Alors dans le cas du Covid, évidemment, beaucoup se sont mobilisés face à l'urgence et à l'amplitude de la pandémie. Mais avant de travailler sur le vaccin, on suppose qu'il faut connaître l'adversaire, connaître le virus. Comment on fait pour l'isoler? Comment on peut observer les interactions que le virus a avec le corps humain? Alors, effectivement, vous avez raison. Il faut vraiment connaître le virus ou le microbe à un niveau très précis, à un niveau moléculaire, pour savoir quels antigènes on pourrait utiliser pour le vaccin. Donc, par exemple, pour le coronavirus, il faut savoir quelle est la protéine du virus qui est indispensable pour qu'il entre dans nos cellules. Alors, celle-là, c'est un bon candidat antigène, car si on arrive à former des anticorps contre cette protéine, qui vont aller la bloquer, les anticorps pourront empêcher le virus d'entrer dans nos cellules. La protéine, dans ce cas-là, dans le cas du coronavirus qui nous intéresse pour l'instant, c'est la protéine qu'on appelle la protéine spike ou spicule, qui donne d'ailleurs le nom au coronavirus puisqu'elle forme une couronne autour de ce virus. Alors, comment est-ce qu'on connaît ces molécules? On les étudie et vous avez vu des photos de ces virus qui circulent là maintenant. En fait, ces images, ces magnifiques images de ces protéines à la surface des virus, on les obtient grâce à des approches de biologie moléculaire très pointues, différentes approches, des reconstructions en 3D, des approches qui sont basées sur la microscopie
électronique, la cristallographie aux rayons X et toute une série d'approches différentes qui permettent de vraiment étudier très précisément au niveau moléculaire ces virus. Et ça veut dire qu'on cultive des virus en laboratoire ? Absolument. Parce qu'en fait, pour observer les interactions, vous me posiez la question des interactions avec les individus. On ne peut pas, évidemment, observer chez un individu infecté les interactions directes de ce virus, le coronavirus, avec un individu infecté. On est obligé de faire ça par l'intermédiaire de cellules en culture, des cellules humaines en culture ou des cellules qui sont susceptibles de se faire infecter par le virus. Et c'est d'ailleurs dans ces cellules, humaines ou animales, qu'on maintient et qu'on propage les cultures de virus. Parce que le virus, par définition, il n'est pas capable de se produire sans infecter une cellule un peu plus évoluée. Donc, on propage, on cultive ces virus sur des champs qui sont en fait des champs de cellules en culture. Ces champs, elles sont contenus dans des flasques en plastique, en présence d'un milieu liquide très riche, maintenus dans des incubateurs qui contrôlent la température, l'humidité, la teneur en gaz. Tout ça est régulé très très précisément. Mais donc après la phase d'observation, il faut travailler ce virus, cette bactérie pour combattre ça. Comment on choisit les armes avec lesquelles on va aider le corps humain à lutter contre ce virus ? Alors, pour les vaccins, les antigènes qu'on choisit, très logiquement, sont ceux qui sont généralement en surface du virus, parce qu'ils sont accessibles aux anticorps qu'on essaye d'induire, d'accord ? Et en plus, ces antigènes en surface du virus sont ceux qui sont nécessaires pour infecter les cellules humaines. Donc, la plupart des vaccins en cours de développement contre le Covid, par exemple, ils sont tous à base du même antigène, la même arme. C'est la protéine, cette fameuse protéine spike, cette protéine de spicule de la surface du virus. Donc ça, c'est un exemple de comment on choisit l'antigène le plus susceptible d'induire une bonne immunité protectrice. Alors, on va parler des autres étapes qui précèdent la sortie d'un vaccin, mais je vous propose d'abord d'écouter un autre micro-trottoir où on a demandé à nos témoins si elles seraient prêts à être testeurs, testeuses de vaccins. On écoute leurs réponses. Je pense que je serais volontaire pour tester le premier vaccin. Pour autant qu'on ait prouvé quand même qu'il n'y a pas d'effet secondaire, je ne sois pas le premier Kobe. Enfin, à mon avis, une fois qu'on teste sur les gens, il y a quand même un maximum de précautions qui sont prises. Et donc, oui, je suis prête à tester. Non, j'aurais plutôt des réticences, justement. Non, je pense pas que je serais partante du tout. Pas parce que j'ai pas envie du tout d'aider la société, mais parce que j'ai déjà vu ce que pouvait faire un vaccin sur une personne qui maintenant est beaucoup plus déficiente. Et je pense pas que j'aimerais être dans cette situation-là. Non, parce que je suis un grand lâche, tout simplement. Mais des personnes vont le faire et je pense qu'il y a des personnes qui demandent pour faire ce genre de choses. À titre personnel, je ne le ferai pas parce que là, dans ce cadre-là, c'est quelque chose qui n'a pas encore été testé. Enfin oui, si, c'est en cours de test justement. C'est en cours de test, donc on ne sait pas très bien les effets secondaires éventuels ou des choses comme ça. Mais c'est évidemment la phase de testing, c'est comme ça. Mais donc là, il y a un risque effectivement il y a potentiellement un risque pour ta santé. Je pense que oui, à partir du moment où ça touche la santé, je ferai attention. Mais a priori, tant que je suis consciente des risques et qu'on m'explique clairement ce que ça implique, je pense que je suis prête à prendre le risque. Ça dépend, c'est combien ? Alors on entend les réticences et les craintes de certaines personnes, mais on suppose pourtant qu'il y a plusieurs étapes avant les premiers tests sur des humains. Alors quelles sont ces étapes et est-ce que certaines d'entre elles sont imposées par une législation ? Oui, bien sûr. Évidemment, c'est très, très encadré, le développement des vaccins, parce qu'il s'agit en fait d'une forme de médecine préventive. Donc, un vaccin, ça consiste à injecter un agent thérapeutique chez des personnes saines. On ne tolère donc aucune toxicité significative dans ce contexte. On ne veut pas rendre des personnes malades alors qu'elles sont saines au départ. Donc, et ça diffère des médicaments contre le cancer, par exemple, ou contre toute autre maladie déjà présente, contre laquelle on cherche à traiter. Donc, en fait, l'encadrement est plus strict pour les vaccins que pour beaucoup d'autres agents thérapeutiques. Et les procédures qui sont imposées pour encadrer le développement de ces vaccins, ce sont en fait des essais sur animaux et des essais cliniques chez l'homme. Il faut donc commencer pour la première fois par tester ces vaccins sur un
petit nombre d'individus avant, bien sûr, de les mettre sur le marché. Et puis, on va tester sur un plus grand nombre. On va y aller progressivement. Tout ça est très régulé. Et seuls seront mis sur le marché, donc mis à la disposition de tous, des vaccins qui auront, démontré leur efficacité, donc leur capacité à protéger dans des essais cliniques, et 2, qui auront démontré leur innocuité, donc leur absence de toxicité ou d'effets indésirables dangereux, à nouveau, dans des essais cliniques. On n'y coupera pas. Donc avant d'être mis sur le marché, le vaccin, comme tout autre médicament, devra recevoir une autorisation de mise sur le marché qui sera donnée par les agences régulatoires de chaque pays, ou au niveau européen par exemple, et qui sera attribuée, cette autorisation, ou non, sur base des tests cliniques. Donc tout ceci est très régulé. Alors justement, dans le cas concret du vaccin contre le Covid, on nous dit qu'il sera prêt dans quelques mois. Est-ce qu'il aura le temps de passer par toutes ces étapes ? Alors, il faut absolument que les étapes des essais sur animaux et ou des essais cliniques chez l'homme soient faites avec grand soin. Alors habituellement, c'est vrai qu'il faut en moyenne 7 à 10 ans pour développer un nouveau vaccin. Mais ici, évidemment, on veut aller plus vite. Vu la vitesse de propagation de la pandémie, on n'a pas 7 à 8 ans. Donc on va peut-être réussir à accélérer le processus. Par exemple, en accélérant le passage des premiers essais cliniques sur un petit nombre de patients à un nombre plus grand de patients testés. Ou encore en réalisant des essais cliniques dans les pays ou les régions où le virus circule encore abondamment. C'est en fait plus facile et plus efficace pour mesurer l'efficacité du vaccin. Ou alors, on va commencer déjà la production des vaccins en masse, alors que les essais cliniques sont toujours en cours. Et donc ça implique de prendre des risques financiers importants pour les firmes pharmaceutiques. Si les essais cliniques sur animaux ou cliniques montrent qu'un vaccin n'est pas efficace, ou pire, qu'il est dangereux, ça peut arriver. Les investissements déjà réalisés pour la production seront perdus. Mais certaines compagnies pharmaceutiques acceptent de prendre ce risque pour l'instant, vu l'urgence et le défi de la situation. Alors dans ce processus de fabrication, quel est le rôle des universités ? Est-ce qu'elles sont concurrentes ? Quel est le rôle des firmes pharmaceutiques ? Et elles-mêmes sont-elles concurrentes des universités ? Alors, les universités et les laboratoires académiques, ils travaillent généralement plus en amont de ces recherches. Donc, ils font les découvertes fondamentales qui sont indispensables au développement du vaccin. Donc, l'identification du microbe. Pour le Covid, c'est extraordinaire. Un SARS-CoV-2 a été identifié en quelques semaines. Ils font les découvertes des antigènes intéressants, la protéine Spike dans le cas du SARS-CoV-2, du type de réponse qui va protéger de l'infection. Est-ce que c'est des anticorps ou des lymphocytes ? Et puis les firmes pharmaceutiques, elles développent plus en aval. Elles financent et elles organisent les tests cliniques. Elles développent des méthodes pour produire des grandes quantités de vaccins pour mettre sur le marché. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de concurrence, mais c'est aussi beaucoup de complémentarité. Un exemple très frappant, le rôle de l'université d'Oxford et sa collaboration avec la firme pharmaceutique AstraZeneca. Eh bien, cette collaboration, elle mène à un des 5 vaccins les plus prometteurs pour l'instant contre le Covid-19. Alors, dans cette dernière partie du podcast, on va aborder les rumeurs, les idées reçues, les craintes qui gravitent autour de la vaccination. Et on revient à nos témoins du jour. On leur a posé la question « Pensez-vous que les vaccins sont dangereux pour la santé ?» On écoute leurs réactions. Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas en tête de vaccins qui peuvent être dangereux. Je pense qu'on entend beaucoup de personnes aujourd'hui dire qu'ils ne veulent pas vacciner, notamment leurs enfants, parce qu'ils risquent d'y avoir des effets secondaires, mais personnellement, je ne pense pas qu'un vaccin puisse être dangereux. Je ne m'y connais pas du tout en médecine, mais manifestement, il semble que non, sauf dans des cas très rares, parce que le risque zéro n'existe pas. Oui, mais je pense qu'effectivement, ça peut pas mal bousiller un petit peu le système immunitaire, et puis surtout, à la longue durée, en fait, ça ne peut plus avoir d'effet du tout, parce qu'on aura été inséré dans notre organisme des bactéries qui n'auront plus aucune défense. Notre système n'aura plus aucune défense immunitaire pour ces bactéries, parce qu'ils les auront déjà rencontrées par avant, donc là, ça ne fonctionnera plus. Je dis non, parce que je suppose que tous les tests ont été faits, etc. Oui, si peut-être dans des cas vraiment ultra particuliers, mais en général, je dirais que non. Parce que je fais confiance à nos médecins.
Pas vraiment. En fait, je ne comprends pas trop le débat qu'il y a par rapport à ça, parce que je ne vois pas en quoi ça peut être délicat. Peut-être que s'il y a une trop grande dose, j'imagine, mais j'ai aucune notion de médecine et donc je ne sais pas du tout, en fait. Sophie Lucas, un vaccin peut-il être dangereux pour la santé? Est-ce qu'il peut bousiller le système immunitaire, comme l'indique notre témoin dans cette séquence? Bousiller le système immunitaire, vous avez compris que c'est exactement l'inverse que ce qu'un vaccin est supposé faire, hein, c'est stimuler le système immunitaire. Mais il ne faut pas se leurrer, hein, un nouveau vaccin qui est en train d'être développé donc, peut s'avérer toxique. C'est précisément pour ça qu'on fait des essais sur des animaux et des essais cliniques chez l'homme avant de le mettre sur le marché. Par exemple, il y a des exemples, des vaccins qu'on a essayé de développer contre le RSV, c'est le virus respiratoire syncytial qui provoque des bronchiolites chez les enfants. Ou les vaccins qu'on a essayé de développer tout au début contre la rougeole dans les années 60, à base de virus inactivés tués. Eh bien, ils se sont révélés provoquer des aggravations de la maladie respiratoire chez certains enfants parce que ces vaccins n'induisaient pas des bons anticorps neutralisants, mais plutôt des anticorps qui aggravaient les symptômes chez certains patients. Mais heureusement, on s'en est rendu compte pendant les essais cliniques. Et d'autres vaccins plus efficaces et non dangereux, ceux-là ont pu être développés par la suite. Par exemple, contre la rougeole. C'est un autre vaccin qu'on utilise aujourd'hui, qui ont été mis sur le marché et qui est extraordinairement efficace. Donc ça peut arriver, mais les essais cliniques sont là pour détecter ces toxicités. Et donc, un vaccin qui est mis sur le marché n'est en principe pas dangereux parce qu'on le teste soigneusement avant pour cela. Par contre, il ne faut pas se leurrer non plus, il peut avoir des effets indésirables, comme tous les médicaments. Tous les médicaments ont des effets non désirés. Un vaccin, par exemple, peut induire de la fièvre, une douleur locale, une réaction inflammatoire. C'est complètement attendu, c'est ça qu'il est supposé faire, mais c'est désagréable. Mais ce n'est pas dangereux. Très rarement, un vaccin peut aussi produire une réaction allergique, par exemple. Ça, c'est déjà vu. Ça, c'est une réaction très rapide qui survient 15-20 minutes après l'injection. Et si elle est prise en charge immédiatement, elle ne laisse aucune séquelle. Donc ça peut arriver, mais c'est contrôlé, c'est attendu et les effets secondaires graves sont extrêmement rares. Pourtant, on lit des témoignages ici et là sur les réseaux sociaux sur des vaccins actuels. On lit, oui, je connais quelqu'un qui, etc. Des vaccins actuels qui sont responsables d'handicaps lourds, de séquelles irréversibles. Donc, est-ce que ces cas-là se sont déjà vérifiés pour des vaccins qu'on utilise pour le moment? Mais non, en fait, ce n'est pas avéré. Et il y a par exemple une nombreuse rumeur, il n'y a pas si longtemps que ça, fin des années 90, début 2000, concernant le vaccin Herero, dont on a déjà beaucoup parlé, contre la rougeole, rubéole, rayon. Et c'est un médecin anglais qui, en 98, a publié dans une revue très très prestigieuse de Lancet un article qui suggérait que ce vaccin provoquait de l'autisme. Et ça a évidemment bouleversé les gens. Mais plus personne aujourd'hui ne croit à ces résultats. Pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, ces informations n'ont jamais pu être confirmées par la suite par qui que ce soit d'autre, y compris dans des analyses très larges qui portaient sur plus d'1 million de personnes vaccinées. Et puis d'autre part, l'article de ce médecin anglais, il a été retiré du journal où il avait été publié, pas pour n'importe quoi, pour suspicion de fraude et d'irrégularité, tellement grave que finalement le médecin en question, il s'est vu retirer son autorisation de pratiquer la médecine en Angleterre. Donc ça, c'est juste un exemple, et c'est un exemple récent, d'accord ? Et il y en a d'autres du même type où, en fait, on n'a jamais pu confirmer la véracité de ces observations qui, parfois, se sont même avérées frauduleuses. Une autre attaque des anti-vaccins, c'est que certains pensent qu'on nous oblige à nous vacciner uniquement dans le but d'enrichir les firmes pharmaceutiques. Que répondre à ces gens qui doutent ? Beaucoup de choses. Mais alors, j'essaierai de ne citer quelques éléments que moi je trouve importants, qui moi me convainquent. Et en fait, cette hypothèse, elle ne me semble pas du tout plausible, et notamment parce que les vaccins sont très loin d'être les médicaments les plus lucratifs pour les firmes pharmaceutiques. Alors, rendez-vous compte, ils doivent être administrés qu'une fois, ou un tout petit nombre de fois, et ils protègent à vie, ou presque. Il est beaucoup plus lucratif de développer des médicaments qu'on doit prendre constamment, une fois qu'on a commencé, comme des médicaments contre le cancer, ou contre l'hypertension, ou contre des maladies inflammatoires chroniques.
Si la motivation, c'est d'enrichir les firmes pharmaceutiques, il vaudrait mieux choisir des médicaments plus lucratifs que les vaccins. Alors, en plus, les vaccins, ils sont vraiment très efficaces pour protéger contre les maladies infectieuses. L'exemple de la variole, par exemple, souvenez-vous, cette maladie, elle a été complètement éradiquée de la surface du globe grâce aux vaccins. Et ça, c'est un exemple fascinant. Moi, j'ai l'impression que c'est une motivation quand même bien plus forte pour un État d'éradiquer une maladie ou de diminuer le nombre de personnes infectées et malades que celle d'enrichir un groupe industriel aussi spécifique que celui des firmes pharma. Pensez à la motivation qu'on a tous à se débarrasser du Covid. Puis enfin, je dois quand même vous dire que la suspicion d'une manipulation de l'opinion publique, c'est-à-dire forcer à vacciner en prétendant que c'est pour notre bien alors que c'est pour enrichir les firmes pharmaceutiques, moi, ça me semble tenir plus d'une peur irraisonnée, du grand complot, d'idées conspirationnistes, que d'arguments solides, dont j'ai en fait jamais vraiment vu la couleur. Quand on lit la composition d'un vaccin, on y voit bien d'autres choses que ce dont vous avez parlé tout à l'heure. Il y a des adjuvants, des émulsifiants, des agents de conservation. Et ces substances qui sont régulièrement pointées du doigt par ceux qui ont des craintes. Donc, à quoi servent ces substances? Est-ce qu'elles sont nocives? Alors, chaque composant du vaccin, en plus de l'antigène, dont on a déjà beaucoup parlé, elle a une fonction qui lui est bien propre. Alors, les adjuvants, par exemple, à quoi est-ce qu'ils servent? Les adjuvants, ils servent à augmenter l'immunogénicité de l'antigène. Quand on utilise des antigènes sous-unitaires, par exemple, des petits bouts de protéines, ou des microbes inactivés, qui sont généralement moins efficaces que les microbes entiers, vivants, atténués. Et donc, ces adjuvants sont pour la plupart utilisés depuis très longtemps. C'est par exemple les sels d'aluminium, on en a beaucoup parlé. Et même si on ne connaît pas toujours précisément leur mode d'action, ça il faut le reconnaître, on a des indications, mais on ne sait toujours pas tout au niveau moléculaire. On sait empiriquement, sur base d'observations longues, précises, répétées, qu'ils sont efficaces et qu'ils ne sont pas toxiques. En plus, ils sont utilisés à très faible dose dans le cas des adjuvants. Par exemple, la quantité de sel d'aluminium qu'on administre à un enfant qui reçoit tous les vaccins du calendrier vaccinal, elle reste bien inférieure à la quantité de sel d'aluminium que le même enfant va absorber dans son alimentation, que celle-ci soit à base de lait maternel ou de lait en poudre. Alors il n'y a pas que les adjuvants, il y a aussi les agents de conservation qu'on a aussi incriminés parfois, Et ça, ces agents de conservation, pourtant, ils évitent la contamination des stocks de vaccins par d'autres microbes, qui eux sont bien vivants, et pathogènes, et pas atténués, et peuvent causer des maladies infectieuses. On ne veut pas injecter un microbe vivant et pathogène à quelqu'un alors qu'on essaie de le protéger contre une autre maladie infectieuse. Donc il faut éviter de contaminer les vaccins avec des microbes. Et les vaccins peuvent se contaminer aussi facilement que du lait non pasteurisé dans un frigo. Une question candide pour conclure. Pourquoi ne vaccine-t-on pas contre tout? Alors, effectivement, on ne vaccine pas contre tout. Parce que d'abord, on ne peut vacciner que contre les maladies infectieuses, contagieuses, qui se transmettent par des germes. Et malgré cela, il faut savoir qu'en plus, il y a une diversité incroyable. Plusieurs centaines, des milliers de maladies infectieuses connues. Et on ne dispose pas d'un vaccin contre chacune. Pour l'instant, on a quelques dizaines de vaccins efficaces à notre disposition. Donc, on est tout simplement incapable de vacciner contre toutes les maladies infectieuses. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est certainement pas nécessaire. Et c'est d'ailleurs même pas le but des immunologues et des infectiologues. Il est important de pouvoir vacciner contre des maladies infectieuses qui sont dangereuses, parce qu'elles sont potentiellement mortelles ou terriblement invalidantes, comme la polio, la rougeole, la coqueluche, le tétanos, le coronavirus, d'accord ? Mais il n'est pas nécessaire de vacciner contre des maladies infectieuses bénignes, comme des rhumes par exemple. Ben voilà, on arrive au terme de notre échange. Merci Sophie Lucas d'avoir répondu à toutes nos questions. De rien, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes immunologue UC Louvain, présidente de l'Institut de Duve. Cet épisode a été préparé et présenté par vos serviteurs, Alain et Sabrina, en partenariat avec le magazine Le Vif. Capito, c'est tous les mois sur les meilleures plateformes d'écoute, sur levif.be et sur uclouvain.be/capito. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée et partager ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez qu'on aborde un thème en particulier dans un prochain numéro, vous pouvez nous contacter via les comptes sociaux de l'UC Louvain sur Facebook, Twitter ou Instagram. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans Capito.